suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info, au cœur du Jumping International de Monte-Carlo pour vous présenter cette nouvelle édition au sommaire aujourd'hui. Retour sur cette victoire du Brexit en Grande-Bretagne. Nous entendrons la réaction du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, Gilles Tonelli. Coup de projecteur sur la SMEG, mise à l'honneur dans le club de l'écho Monaco Matin. Nous nous rendrons à la mairie pour la remise des prix du concours de langue monégasque, de la danse et le gala de l'Académie Princesse Grace, de la musique avec le nouveau spectacle Bodyguard présenté au Grimaldi Forum, et puis du sport avec l'ouverture du Jumping International de Monte-Carlo sur le port Hercule. Et nous recevrons à cette occasion comme invité du week-end le cavalier Julien Epaillard, seul Français en lice dans le Grand Prix du Prince. L'actualité de cette fin de semaine est marquée par la victoire en Grande-Bretagne du Brexit. Les Britanniques ont voté à 51,9% des voix pour une sortie de l'Union européenne. Une information très largement commentée dès son annonce. Je vous propose d'écouter la réaction et l'analyse du conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, Gilles Tonelli. Il est interrogé par Patricia Navarro. On ne peut pas contester que c'est une nouvelle très importante, qui aura beaucoup de conséquences à la fois pour la Grande-Bretagne et pour l'Union européenne. Ça, c'est le premier point, bien évidemment. Est-ce que c'est un signal d'alerte important pour l'Europe? L'Europe doit-elle se réformer aujourd'hui ou tout du moins engager une réflexion après ce vote qui est un désaveu britannique? Écoutez, il ne m'appartient pas d'apprécier ce que doit faire l'Europe vis-à-vis de ses États membres. Là, j'ai entendu ce matin, les 27 États ont fait savoir qu'ils continuaient à 27 ce qu'ils faisaient à 28. Après, cette situation est tellement nouvelle et tellement extraordinaire qu'il faut vraiment attendre quelques temps avant de savoir ce qui va vraiment se passer. Vous avez engagé il y a quelques années, vous êtes à la tête d'une cellule de négociation à Bruxelles. Est-ce qu'on pressentait l'aboutissement de ce vote ou est-ce que ça a été vraiment une surprise? Je pense que du côté des négociateurs que nous voyons, la question n'a pas été abordée très approfondissement, enfin avec beaucoup d'approfondissement, mais on peut penser qu'ils espéraient que le Brexit n'ait pas lieu, effectivement. Alors, des négociations effectivement ont lieu actuellement avec l'Union européenne, entre la Principauté et l'Union européenne. Ce ne sont pas des négociations en vue d'une adhésion à l'Union européenne de la Principauté, mais des négociations qui portent sur des points très précis. Ces négociations vont-elles voir leur cours changer après ce Brexit ? Alors c'est effectivement très important. J'avais dit il y a quelque temps que le Brexit ferait que la négociation serait retardée. Aujourd'hui, je suis moins affirmatif. Je pense que la négociation continuera et nous saurons assez vite, puisque nous avons une nouvelle session de négociation en septembre, si ces négociations sont ralenties ou si elles se continueront sur le rythme qui était le leur jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 3 jours de négociation toutes les 7 semaines environ. Vous venez de l'évoquer avec la presse en compagnie du ministre d'État. Finalement, ce Brexit pourrait avoir des incidences positives sur les négociations qui ont cours entre Monaco et l'Union européenne. Effectivement, une grande incertitude règne. On ne sait pas vers quelle orientation sera choisie par l'Union européenne, mais on peut imaginer que parmi les principes et les demandes qui sont faites par la Grande-Bretagne, il y en a certaines qui se rapprochent de celles que nous souhaitons conserver à Monaco. Ce vote britannique en faveur du Brexit a entraîné de vives réactions jusque dans les rues et les commerces de la Principauté où la communauté britannique est importante. Un peu choqué parce que franchement j'ai pensé vraiment que les Anglais vont rester en Europe, sur l'Union. Choqué, je crois pas. Je préfère que l'Angleterre reste en Europe. On a un parti d'Europe maintenant depuis je ne sais pas combien des années. Je sais pas. Quelles répercussions craignez-vous après ce vote? Je ne sais pas. Maintenant, de commencer à penser les choses qui vont changer, même si c'est les frontières, même si c'est les passeports, que c'est les Européens. Maintenant, on a il faut changer tout ça, il faut changer le permis de conduire, il faut changer tous les dossiers, il faut changer tous les métiers. On va revenir, à mon avis, on va reculer 40 ans, quoi.
Je pense que c'est à la fois inquiétant, mais à la fois intéressant, car cela peut offrir de belles opportunités pour le commerce en dehors de l'Union européenne. Mais évidemment, en tant qu'Anglais, je vis en France, je travaille à Monaco, je suis concerné, mais cela ne va pas affecter ma vie et celle de ma famille. Par-dessus tout, je suis déçu que David Cameron ait donné sa démission aujourd'hui, parce que je pense que c'était un très bon Premier ministre. C'était une surprise pour nous parce que nous on a pensé que toujours nous on va rester, on est européenne. Bien entendu, on est une île, mais en France on est européenne. Le fait que maintenant ils ont voté pour sortir de l'Europe, c'était un choc pour moi. Que redoutez-vous? Quelle crainte avez-vous après ce vote? Eh bien, pour l'instant, on est toujours en Europe. C'était juste un référendum, donc nous sommes toujours en vote. Maintenant, le problème, c'est que à partir de 2 ans, on va commencer de sortir mais il y a tellement beaucoup de connexions par rapport aux finances, les lois personnelles, human rights, que ça va être pas une chose que dans 2 ans on n'est plus dans l'Europe. Ça va durer des années, des années, des années. On va négocier, ça va durer très long. The first reaction, it was a shock for everyone, but I think the opportunity for the whole of Europe. Ma première réaction, c'est que ça a été un choc pour tout le monde. Mais je pense que c'est une opportunité pour toute l'Europe. C'est l'une des meilleures choses qui pouvait arriver. Maintenant, nous pouvons rayonner sur les marchés, changer les lois, ce que les gens ne prennent pas en compte. C'est la façon dont les technologies, l'Internet ont changé, le commerce et le négoce des produits. C'est pourquoi l'Union doit changer les lois actuelles. Vous le savez très certainement, régulièrement, nous suivons pour vous les rendez-vous du Club de l'éco Monaco Matin. Santé, attractivité, culture, les thèmes sont très variés et ce vendredi, celui des énergies était à l'honneur. Regardez ce reportage signé Sandrine Nègre et Thomas Deus. Insolite, voici le terme qui peut décrire le mieux le lieu choisi pour ce numéro du Club de l'éco Monaco Matin. Un lieu en lien direct avec le sujet du jour, une immersion dans l'univers de l'énergie avec la SMEG. Et ce rendez-vous avait lieu du côté du 3e poste source. Alors c'est un jargon, un poste source. C'est en fait un des centres névralgiques qui sera mis en exploitation en 2017 et qui assurera la sécurité d'approvisionnement de la principauté de Monaco. Donc en fait, on récupère de l'électricité qui est produite en France, qui est acheminée dans cet endroit, qui est très très grand, et qui est ensuite redistribuée à l'ensemble des résidents et professionnels de Monaco. Et en gros, ces installations-là permettront d'alimenter un tiers de la principauté de Monaco. Un rendez-vous interactif au cours duquel les offres écologiques, le label énergie positive ou encore la production et l'achat d'énergie verte de la société ont été présentées. Elles s'inscrivent parmi les actions éco-responsables qui se multiplient sous l'impulsion du souverain et d'une politique environnementale, comme l'a souligné le président du Monaco Economic Board, Michel Dotta. C'est très intéressant de partager avec les différents acteurs de Monaco, que ce soit entreprises ou différentes associations. En fait, ce qu'on voulait faire toucher du doigt, très modestement, c'est dire qu'il y a des enjeux dans le monde qui nous dépassent et qu'il faut d'abord bien les appréhender pour pouvoir trouver des solutions adaptées localement. Et typiquement, il y a quelques éléments clés, un peu chocs, c'est que 25% de l'électricité produite, c'est 25% d'émissions de CO2. Donc il faut qu'on consomme moins ou qu'on produise de manière verte. Mais consommer moins, quand dans le même temps, il y a 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas accès à l'électricité, que dans le même temps, le développement d'Internet, c'est 10% de consommation d'électricité, qu'un avatar, quand même un truc de dingue, un avatar de jeux vidéo qu'on fait vivre pendant 1 an, ça consomme plus d'électricité que 40 Éthiopiens. Donc voilà, il y a des enjeux qui nous dépassent. Toujours se rappeler dans quel monde on évolue pour trouver des solutions les plus adaptées localement. Et donc là, c'était l'occasion d'échanger avec tous les partenaires pour voir concrètement, de manière très opérationnelle, quelles étaient les solutions qu'eux peuvent mettre en place pour, à leur niveau, contribuer à des enjeux qui nous dépassent tous très largement. Et des solutions ont déjà été choisies par plusieurs établissements comme le Grimaldi Forum qui a réduit de 20% en 5 ans sa consommation d'électricité ou des hôtels du groupe Monte Carlo SBM à l'image du Monte Carlo Beach et du Monte Carlo Bay. Des gestes simples sont aussi à la portée des consommateurs comme l'utilisation d'appareils de classe A ou supérieure ou l'utilisation d'un couvercle pendant la cuisson. Il y a une quinzaine de jours, une étude pilote avec le gouvernement qui est très très actif sur ces sujets. On a lancé une étude effectivement avec un laboratoire du CNRS pour voir comment le seul fait de bien comprendre et connaître en fait nos consommations a une influence sur nos comportements et nous permet de réduire notre facture.
Résultat à suivre donc, autres lieux et autres dates pour le prochain Club de l'Écho. Il se déroulera sur un navire le 23 septembre prochain. Le Club de l'Écho qui travaille aussi activement sur ces trophées. Ils seront remis fin novembre aux lauréats. Retour à présent avec la remise des prix du concours de langue monégasque, une cérémonie qui s'est déroulée à la mairie et le souverain était bien sûr présent. Retour sur cet événement avec Émilie Rousseau et Thomas Deus. Ils étaient cette année plus de 1000 élèves de Monaco, de la 7e à la terminale, à passer les épreuves écrites du concours de langue monégasque. Au final, 97 d'entre eux ont été primés. C'était lors de la soirée de remise des prix qui s'est déroulée à la mairie de Monaco en présence du prince Albert II. Une cérémonie alliant à la fois patrimoine culturel et tradition qui fêtait cette année ses 40 ans. On voit qu'aujourd'hui ce concours est devenu une tradition. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la mairie était gardienne des traditions et du patrimoine. On a créé l'année dernière, donc sur la nouvelle mandature, une délégation pour le patrimoine, dont M. Doriac a présenté le concours. Donc c'est quelque chose de très important, cette langue monégasque qui fait partie de notre patrimoine. Beh, sicuro che è una cara per i monegaschi, è l'anima di tutte le lingue, è l'anima della popolazione. Ci sono tante espressioni che sono particolari proprio in lingua monégasque. Organisé par la mairie en collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le comité national des traditions monégasques, ce concours est l'un des grands rendez-vous de l'année scolaire. Tout au long de l'année, je crois que les élèves essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour rendre cette soirée encore plus belle. Ils se préparent avec beaucoup de cœur, je crois, et pour maintenir le fil de la langue. Défendre et transmettre le monégasque aux jeunes générations afin de garder un lien avec la culture du pays. Tel est notamment l'objectif de cet examen. Et pour les élèves qui ont défilé tour à tour pour recevoir leur prix, cette langue représente plus qu'une simple langue. Depuis toute petite, depuis la classe de 7e, on nous enseigne le monégasque. Ayant mon papa qui parle aussi monégasque, la famille qui a toujours baigné dans ce concours. Mon père l'a fait la première année. Je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment faire et continuer à faire dans les années. Et c'est très enrichissant. J'aime bien que c'est unique, quoi. C'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui sait parler même quelques mots de monégasque, donc j'aime bien ça. J'aime bien que c'est un truc que c'est pas tout le monde qui le fait, donc c'est assez original et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien le son de cette langue et c'est comme un jeu en fait pour moi de l'apprendre. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'apprentissage de la langue monégasque ? La tradition, les valeurs. Je sais pas, l'amour, je sais pas, l'amitié, enfin il y a tout en fait. Moi le monégasque, ça me tient à cœur et puis voilà, c'est pour ça quoi. Vous le parlez à la maison ? Non, pas à la maison, mais avec ma copine on le parle, ouais. On fait les maths en monégasque. Voilà, ouais c'est bien. Mais justement, on va poser la question à la copine qui est juste à côté. Qu'est-ce qui vous plaît dans la langue monégasque ? Mais c'est en même temps avec la langue, c'est apprendre les traditions, un peu les routes du pays dans lequel on est né, dans lequel on vit. Et voilà, son mode de vie, ses valeurs aussi, voilà. Langue affective par excellence, le monégasque a pris une place à part dans leur vie, eux qui sont désireux de faire perdurer cette tradition, le patrimoine du pays. Et sachez que cette cérémonie de remise des prix du concours de langue monégasque sera diffusée dans son intégralité ce dimanche dès 19h sur Monaco Info. Dans le reste de l'actualité en principauté. La fête de la Saint-Jean a ouvert les festivités estivales ce jeudi sur la place du Palais où un feu de joie a été allumé pour l'occasion. Les danseurs de la Palladienne, accompagnés d'une trentaine d'interprètes de Nice Label, ont offert aux couples princiers, aux représentants des institutions et au public plusieurs danses folkloriques monégasques et niçoises. Une fête qui rend hommage à la naissance de Jean-Baptiste, annonciateur de la venue du Messie. Nous ouvrons à présent une page culture avec le gala de fin d'année de l'Académie Princesse Grace, un moment très attendu pour les jeunes danseurs et pour leurs professeurs, un moment privilégié qui permet de faire découvrir au public le travail effectué tout au long de leur scolarité plutôt hors norme, le reportage d'Alexandra Pagny.
Le track s'efface vite une fois les premières notes de musique et les premiers pas de danse enchaînés. Pour certains, ils foulent les planches de la scène Garnier pour la toute première fois. L'émotion est vive dans les coulisses, mais leur joie s'exprime avec enthousiasme sur scène. Les jeunes danseurs de l'Académie Princesse Grace sont fin prêts pour présenter devant le public monégasque l'édition 2016 de leur gala de fin d'année, un moment toujours fort en émotion. On est très excités de le faire parce qu'on a travaillé beaucoup avec ça, beaucoup de répétitions, on est fatigué, donc je crois que c'est les moments vraiment, pas les plus importants, mais c'est lui qu'on espère le plus parce que toute notre famille va être là. Donc on est vraiment, vraiment excités aussi de terminer l'année bien passant. Donc oui, je crois que ça se passe bien. Cette année, le directeur de l'école a choisi d'orienter le spectacle sur la création, en collaborant notamment avec le chorégraphe Jerry Kilian, bien connu en principauté. C'est un spectacle qui a deux chorégraphes comme Georges Balanchine et Jerry Kilian, qui sont de grands maîtres de la chorégraphie. Et après, pas mal de créations. Il y a même 6 créations qui est vraiment très bien pour les élèves parce qu'ils ont appris dans ces 2 mois de travail qu'on a fait à créer quelque chose avec un chorégraphe. Et alors je suis très content. C'est 3 parties complètement différentes. Une partie assez contemporaine avec une chorégraphie de Eugenio Buratti, in bilico, qui est un professeur qui depuis 5 ans il travaille avec nous. C'est sa 2e création qu'il fait pour l'Académie. Et la 2e partie, en fait, c'est les Noétiennes de Satie, créées par 3 chorégraphes, jeunes chorégraphes du ballet de Monte Carlo. C'est 3 petites pièces, en fait, de 3 minutes chacune, qui s'enchaînent avec un ballo de Kilian. Première fois depuis que j'ai dirigé l'Académie qu'on a Kilian, alors c'est quand même un moment assez spécial pour moi et aussi un petit peu émouvant parce que voilà, j'ai dansé beaucoup de Kilian dans ma vie et c'est joli de l'avoir ramené aussi à l'Académie. La 3e partie du gala se terminera par une succession de 3 tarentelles, fameuse danse traditionnelle entraînante du sud de l'Italie. Celle de Balanchine, réputée pour sa beauté, mais également pour la rigueur qu'elle demande aux danseurs. Bruno Rock proposera quant à lui une version sur une musique plus contemporaine. Alors que le professeur Michel Rann avait pour mission cette année encore de mettre en scène l'ensemble des élèves de l'Académie. Les pièces que je fais en général pour les spectacles sont pour l'Académie, pour présenter l'Académie et présenter tous les élèves. Donc à part ceux qui ont des petits problèmes et qui sont sur la touche, j'ai généralement tous les élèves et donc ça c'est vraiment un bonheur. Moi j'aime beaucoup faire ça et ça donne, ça représente, je pense, vraiment l'Académie telle qu'elle est. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Ce gala marque la fin de l'année scolaire pour les élèves de l'Académie. Cette année, les 6 danseurs scolarisés en 4e année ont trouvé un contrat au sein de prestigieuses compagnies internationales, gage de la réputation grandissante de l'Académie Princesse Grace. La comédie musicale Bodyguard, adaptation du film du même nom, est à Monaco depuis ce jeudi au Grimaldi Forum. La troupe vient clôturer sa tournée du Royaume-Uni après 2 ans et après s'être arrêtée dans plus de 30 villes. Retour sur ce nouveau spectacle avec Jérémy Ballester. C'est un nouveau genre de comédie musicale. The Bodyguard est une production hors norme avec une scénographie proche du cinéma. En coulisses, 7 camions transportent le matériel nécessaire pour mettre en place les 18 scènes qui font l'histoire de Bodyguard.
Derrière le rideau, plus de 60 personnes s'activent pour mettre en lumière la tête d'affiche Rachel Marron, jouée par Alexandra Burke. La jeune femme vit un rêve, elle reprend le rôle de son idole Whitney Houston. C'est un privilège pour moi de jouer ce rôle. Quand on me l'a proposé, j'étais toute excitée. Je me suis sentie honorée. Je suis une grande fan de Whitney Houston depuis que je suis une petite fille. Donc pour moi, jouer ce rôle pendant tout ce temps a été tout simplement magique. C'est un rêve devenu réalité. J'ai passé des moments incroyables. Alexandra Burke s'est fait connaître du grand public grâce à sa victoire dans X Factor. Dans le télécrochet anglais, la chanteuse a montré la puissance de sa voix soul et pop. Mais reprendre du Whitney Houston n'est pas donné à tout le monde, la jeune femme en sait quelque chose. Avant chaque représentation, Alexandra Burke fait une prière avec d'autres membres de la troupe. Elle arrive aussi au dernier moment sur scène pour éviter le stress qui n'est jamais bien loin. Les chansons de Whitney Houston sont très puissantes, très éloquentes. Ce sont des musiques légendaires. Whitney vivait pour sa musique. Au début, c'était très épuisant pour les nerfs de reprendre ses chansons. Ça l'est toujours d'ailleurs. À chaque fois que je monte sur scène, je veux que les spectateurs sortent avec le sourire. Pour ça, je donne 150% dans le spectacle. Je donne tout ce que j'ai pour que les gens sortent heureux grâce à ce qu'ils viennent de voir. Après avoir passé entre 2 et 3 semaines dans plus de 30 villes du Royaume-Uni, la troupe a décidé de clôturer une tournée de 2 ans à Monaco, une date à part qui s'annonce riche en émotions. Je serai vraiment triste après la dernière représentation. Je vais même certainement pleurer. Mais j'ai passé des super moments, j'ai de superbes souvenirs plein la tête. The Bodyguard, la comédie musicale, est au Grimaldi Forum pour encore 3 représentations. Un show de plus de 2 heures les 24 et 25 juin à 20h30 et le 26 à 15h pour la dernière d'Alexandra Burke. C'est l'heure de la reprise pour les joueurs de l'AS Monaco. Les Rouges et Blancs ont retrouvé le centre d'entraînement de la Turbie ce vendredi, avec notamment la première recrue du club, Benjamin Mendy. Le reportage d'Émilie Rousseau sur des images de l'AS Monaco TV. Le 14 mai dernier, l'AS Monaco achevait sa saison sur une victoire 2-0 face à Montpellier, terminant ainsi à la 3e place du classement. Un peu plus d'un mois plus tard, les joueurs de Leonardo Jardim ont repris le chemin des terrains. Mais avant cela, passage obligé par la case visite médicale d'avant-saison. Guido Carrillo, Bernardo Silva ou encore Ronny Lopez ont effectué les traditionnels tests d'effort avant de regoûter au terrain. Bravo. Fatigué ? Un peu, mais ça va. Ça va pour la reprise. C'est bien, c'est important. Mais c'est dur quand même. On est prêt. Ronny Lopez de retour donc dans le groupe monégasque, tout comme Radamel Falcao, prêté en Angleterre depuis 2 saisons. Un nouveau visage complète l'effectif rouge et blanc. Il s'agit de Benjamin Mendy. Premièrement, beaucoup de satisfaction, de joie et de plaisir. Un nouveau challenge pour moi et j'espère faire de belles choses pour l'AS Monaco. Après 3 saisons pleines avec l'Olympique de Marseille, le défenseur de 22 ans s'est engagé pour 5 ans avec le club de la Principauté. A noter que Jérémy Toulalan a quitté le Rocher pour rejoindre les Girondins de Bordeaux. Le départ de l'ancien capitaine monégasque devrait être compensé par l'arrivée du Portugais Miguel Veloso. L'élite mondiale du sport équestre est réunie ici en Principauté à l'occasion de cette 11e édition du Jumping International de Monaco. L'occasion pour nous de nous rendre un petit peu dans les coulisses. Dominique Poulain a rencontré le propriétaire du haras de Chandor qui a confié une de ses juments à un cavalier monégasque. Dans l'un des box qui a pris place sur le port Hercule pour le Jumping International de Monte-Carlo, une jument de 7 ans. Dans cette écurie, le calme règne. Seules quelques personnes ont le droit de pénétrer dans cet espace pour éviter toute agitation autour de l'animal. Tout est fait pour son confort et sa protection, car ici, c'est le cheval qui compte et son bien-être est au cœur de toutes les préoccupations. C'est nos stars et c'est l'animal avec qui on travaille, donc du coup, ils sont le centre d'intérêt et notre préoccupation. Et Spécial Tout, c'est le nom de cette jument, vient du haras de Chandor, près de Lisieux en Normandie. Un complexe créé en 2009 sous l'impulsion de 2 Suisses, Stéphane Créton et Christophe Grosjean, résidents monégasques. Ici, on y fait naître des chevaux, on les élève et on valorise les chevaux de sport, plus précisément ceux destinés au concours de saut d'obstacles. Au total,
Ce sont 40 chevaux âgés de 6 à 20 ans qui sont dorlotés et chouchoutés. Et Special 2 a fait 14 heures de route dans un van pour participer à la prestigieuse compétition monégasque. C'est une fierté de pouvoir justement amener des chevaux à Monaco, surtout quand on y habite, et de voir effectivement nos chevaux passer du pré à Monaco, c'est toujours une belle satisfaction. Et Special 2 est monté par le monégasque Wenceslav Tomel, l'un des cavaliers phares de la fédération équestre de la principauté, attiré par les chevaux dès son plus jeune âge. Chez les Tomel, l'équitation est une passion familiale. C'est une histoire de famille, c'est sûr, parce que j'ai ma sœur également qui participe au jumping, on est vraiment tous les deux passionnés. Puis il y a toute ma famille qui suit nos résultats et notre évolution, donc oui, c'est une passion de famille. À Monte-Carlo, la piste est l'une des plus difficiles du circuit mondial. Sa principale caractéristique est d'être très courte, très étroite et très sinueuse, ce qui exige une maîtrise et une technique extrême. Pour une première épreuve et journée de compétition, je suis assez content. Surtout que l'objectif pour cette jument ici, c'est vraiment de prendre de l'expérience. Parce que c'est une jument qui a très peu tourné, qui est un petit peu en retard pour sa classe d'âge, qui montre vraiment un bon potentiel pour l'avenir. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'objectif de classement ou de victoire pour cette jument ce week-end. L'objectif, c'est vraiment qu'elle prenne de l'expérience, qu'elle voie des pistes qu'elle n'a pas encore vues. Et donc pour moi, aujourd'hui, le contrat est rempli. Je suis un petit peu déçu du point de temps dépassé que j'ai pu faire en première partie. Je ne vais pas dire que c'était voulu, mais c'était quand même voulu de prendre le temps et de faire un parcours de préparation. Et le saut d'obstacle, c'est un peu comme un mariage. Le cavalier et le cheval ne font qu'un. C'est vraiment un sport où le cheval et le cavalier doivent devenir un couple. Et je pense que c'est ce qui est beau dans ce sport et c'est la notion qu'on doit rechercher, c'est de devenir couple avec son cheval. Et Special 2 a disputé une quinzaine de concours dans sa jeune carrière de cheval de sport. La jument est donc à Monte-Carlo pour apprendre, pour s'aguerrir auprès des meilleurs chevaux du monde, ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, ceux qui sont habitués au haut niveau. Nous sommes toujours sur ce jumping international de Monte-Carlo et j'ai à mes côtés le cavalier français Julien Epaillard. Julien, bonjour. Bonjour. Alors, 3 jours de compétition intense ici, en Principauté. Déjà, quel regard portez-vous sur ce jumping ? Le jumping de Monaco fait partie du Global Champions Tour, donc qui a des étapes un peu partout dans le monde. Je pense qu'on pourrait un petit peu comparer ça à la Formule 1. L'étape de Monaco est vraiment particulière parce que, un petit peu comme en Formule 1, elle a vraiment sa personnalité. C'est une piste qui ressemblerait plus, je dirais, à un concours indoor, une piste vraiment petite, ce qui n'enlève rien à la qualité du terrain. Mais disons que voilà, il faut quand même des chevaux. Les chevaux en ce moment, surtout à cette saison, sautent sur des grandes pistes en herbe. Là, on change vraiment de configuration. On se retrouve sur une petite piste avec des obstacles qui viennent très très vite. Donc c'est vraiment un concours à part et en plus avec une ambiance vraiment particulière. Alors, vous allez participer au Grand Prix du Prince samedi soir avec votre cheval Cristallo. Justement, c'est une piste particulière, il y a les voitures, il y a les bateaux. Vous l'avez préparé comment ? Disons que Cristallo est un cheval qui va très bien en concours indoor normalement. J'ai 2 chevaux de tête en ce moment, Cristallo et Quatrain de la Roque. C'est vrai que j'ai privilégié Cristallo pour cette épreuve. C'est un cheval qui est assez habitué à ce genre d'exercice. J'ai pas fait de préparation particulière. C'est un cheval qui maintenant a du métier. Il a 12 ans. Il a été très en forme dernièrement. Il a participé au concours de Saint-Tropez et au concours de Cannes, qui sont légèrement dans les mêmes configurations, même s'il y a un petit peu plus de place. Donc voilà, c'est un cheval qui maintenant a pas mal d'expérience et qui connaît assez bien ce genre d'exercice. Alors, vous êtes le seul Français cavalier en lice. Vous avez un petit peu la pression ou pas du tout ? Non, la pression, non. C'est vrai que c'est important pour moi de bien figurer ce week-end, d'essayer de porter les couleurs de mon drapeau le plus haut possible. Voilà, maintenant, je dirais de la pression positive, ouais. Alors, vous êtes actuellement, vous êtes en Normandie. Vous êtes sur la longue liste pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Quel est l'état d'esprit de l'équipe ?
L'état d'esprit, je pense que l'entraîneur Philippe Guerda essaie de vraiment mettre au point la meilleure équipe possible. Il y a des couples qui sont incontournables, qui sont vraiment en grande forme en ce moment. Il y en a d'autres pour qui il y a un petit point d'interrogation encore. Ce week-end, l'équipe première participe au concours de Rotterdam. La Coupe des Nations a lieu aujourd'hui. Je pense que pour l'instant, je ne fais pas encore partie de l'équipe. On en saura un petit peu plus après la Coupe des Nations. C'est vrai que le cheval qui est présélectionné, Catherine de la Roque, c'est un cheval que je monte depuis le mois de septembre seulement. C'est un cheval qui a un gros potentiel. Maintenant, ça prend pas mal de temps pour faire un couple. Il faut au minimum 1 an, on dit en général à peu près, pour qu'un couple se connaisse vraiment par cœur à ce niveau d'épreuve. Donc, je pense que ma place, je dois être 6 ou 7e pour l'instant. Il n'y en a que 5 qui iront aux Jeux Olympiques. Voilà. Après, je pense que je suis à ma place. Après, un cheval peut se blesser, il peut se passer quelque chose. Et si on fait appel à moi, si on a besoin de moi, je viendrai avec grand plaisir et je participerai avec beaucoup de fierté aux Jeux Olympiques, même si c'est qu'en 5e. Et puis alors, votre parcours un petit peu, est-ce qu'on peut revenir dessus? Comment vous êtes tombé dans l'équitation? Je crois savoir, c'est par vos parents? Voilà, mes parents tenaient un centre équestre déjà, donc vraiment je suis né dans le milieu. Voilà quoi, je suis vraiment tombé dedans tout petit. Et puis après, ça s'est fait étape par étape. J'ai commencé à être champion de France cadet à l'âge de 12 ans. Là, j'ai vu que c'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai vraiment tout de suite accroché. Le fait de participer à un sport individuel, je dirais, mais à deux, c'est un petit peu vraiment la particularité de notre sport. Il y a vraiment cette relation avec l'animal et ça m'a toujours plu. Il y a le côté compétition, mais il y a le côté affectif, il y a le côté formation. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent se greffer autour de notre sport. Et voilà, et en plus on évolue, on en apprend tous les jours, chaque cheval est différent et c'est vraiment passionnant. Alors, vous allez participer au Grand Prix du Prince samedi soir, mais il y a également un nouveau rendez-vous ici lors de ce jumping qui s'appelle le Global Champions League. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est quelque chose de nouveau. Donc Yann Tops, qui est le président du Global Tour, a mis ça au point cette année. Pour l'instant, je pense que c'est pas encore tout à fait bien. Il y a encore quelques petits réglages à faire. L'idée est très très bonne. Les enjeux d'une épreuve par équipe, le côté équipe dans notre sport est quelque chose qui vraiment est sympa. Les règles du jeu sont simples, c'est 2 manches, 2 cavaliers et les meilleurs résultats comptent. Donc voilà, après c'est une formule qui je pense a besoin d'être encore un tout petit peu travaillée pour que les gens se soient un petit peu plus clairs dans la façon de fonctionner. Mais c'est quelque chose qui je pense a de l'avenir et peut intéresser un public assez large. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour samedi. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien, Julien Paillard. Au revoir. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce week-end, moins de soleil que les jours précédents, mais sans changement important du temps. Samedi, le temps sera mitigé, lourd. Des températures toujours à la hausse avec 26 degrés pour les maximales. Dimanche, le ciel se partagera entre le gris et le bleu, plus éclairci le matin que l'après-midi. Lundi et mardi, retour du beau temps et des températures toujours estivales. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Passez tous un excellent week-end. À très bientôt sur Monaco Info.